à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat au programme. Aujourd'hui, l'Algérie critiquée dans un rapport du Conseil des droits de l'homme. Alger pointé du doigt par plusieurs pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni. Ils exhortent l'Algérie de cesser, je cite, d'harceler les journalistes et défenseurs des droits humains et de retirer les accusations d'atteinte à l'unité nationale. Pour en parler, aujourd'hui, nous sommes avec Gamal Abina, militant associatif et journaliste, et Rachid Mesli, avocat des droits de l'homme depuis Genève. Bonjour messieurs, Rachid Mesli, vous avez participé cette année à l'examen périodique universel de l'Algérie, un examen qui est fait tous les 4-5 ans. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui ? Alors d'abord, je vous remercie pour cette invitation et je salue par la même occasion vos téléspectateurs. Alors le bilan que nous faisons aujourd'hui, en fait, ce n'est pas un bilan récent. Nous faisons un bilan depuis près de 20 ans sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Et bien évidemment, c'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie avec ce dernier examen, ce qu'on appelle l'examen périodique universel de l'Algérie par le Conseil des droits de l'homme. Alors, bon, d'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un examen qui est effectué par les États, hein, et non pas par des experts des Nations Unies. C'est un examen qui existe depuis la réforme de 2006 et nous en sommes, vous avez précisé que c'était tous les 4-5 ans, en fait c'est tous les 4 ans et demi que cet examen permet d'examiner la situation de tous les pays du monde en fait, qui dure devant le Conseil pendant une demi-journée, pendant 3 heures et demie. Et il faut relever que cet examen a plus un caractère politique, hein. Les ONG, la société civile est également invitée à fournir des informations aux États qui vont effectuer donc cet examen dans le cadre de rapports, de contributions. Chaque ONG peut proposer également des recommandations qui peuvent être faites par les États qui participent donc à cet examen. Donc nous en sommes aujourd'hui pour l'Algérie au 4e cycle d'examen. C'est la 4e fois que l'Algérie est examinée par le Conseil des droits de l'homme. La première fois en 2008 et successivement elle a été examinée dans le cadre de cet exercice pour la 4e fois. Donc, alors le premier constat que nous pouvons faire, c'est que l'Algérie n'a jamais mis en œuvre les recommandations qui ont été effectuées lors des précédents examens. Pardonnez-moi de me couper, on y reviendra plus tard. Il y a 200 recommandations qui ont été faites, Rachid Mesli, depuis 2008. On sait que depuis le mouvement du Hirak en Algérie, un certain nombre d'opposants politiques ont été emprisonnés. Le pays compte près de 250 détenus d'opinion. Le gouvernement les accuse de terrorisme. Rachid Mesli, l'Algérie a été examinée pour la 4e fois, ce que vous disiez cette année. Est-ce que le fait que des opposants soient emprisonnés a encouragé le Conseil des droits de l'homme à établir ce rapport négatif pour le gouvernement algérien ? Alors, il n'y a pas seulement la question des opposants qui sont emprisonnés, mais bien sûr, bien évidemment, cette question est primordiale. En fait, peu de pays ont soulevé des questions individuelles, même si par exemple un pays comme l'Allemagne, je pense, a soulevé le cas de personnes, enfin, qui sont actuellement emprisonnées, comme le poète Tajadit, qui était encore en prison. On n'a pas soulevé seulement la question des détentions arbitraires des hirakistes et des militants des droits de l'homme. Cet examen concerne toutes les violations des droits de l'homme et pas seulement, mais bien évidemment la question de la répression du mouvement du Hirak d'une façon plus large a une influence certaine sur la prise de position
des États qui participent à cet examen. Tout le monde sait qu'il y a eu un mouvement de protestation dans la société algérienne, un mouvement pacifique qui a fait l'admiration du monde entier et tout le monde, tous les pays, tous les diplomates, en tout cas ici à Genève, connaissent parfaitement la situation des droits de l'homme en Algérie, la répression du Hirak et cette nouvelle situation où nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, cette situation, cette répression a certainement eu une grande influence sur la prise de position des États qui ont participé à cet examen. Et justement, en juin 2021, suite aux manifestations du Irak, l'Algérie adopte des amendements qui assimilent désormais à du terrorisme ou à du sabotage tout appel à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. Gamal Abina, je me tourne vers vous. On sait dans quel contexte ces amendements ont été votés. Est-ce qu'un meilleur traitement de l'Algérie sur la scène internationale passe absolument ou va passer absolument par la suppression de ces amendements? Je ne sais pas si ça va passer par ça. Il y a plusieurs éléments. D'abord, ce qui a été évoqué, ces trois pays qui sont à la manœuvre, États-Unis, Allemagne, je n'ai pas retenu le troisième, c'est les pays occidentaux sur lesquels on peut questionner aussi la question des droits de l'homme. Le Royaume-Uni aussi. Au Royaume-Uni, voilà. Donc, ce n'est pas forcément ceux qui sont le mieux placés pour en parler. L'Allemagne étant le plus objectivement le mieux recevable, on dira, parce que c'est vrai que l'Angleterre, États-Unis, et particulièrement les États-Unis sur les droits de l'homme, on peut discuter de ça parce que faut oublier quand même que c'est un pays qui applique la peine de mort. L'Algérie a arrêté depuis 2013, et tant mieux. Alors la question des droits de l'homme et de la femme, on oublie aussi que le rapport homme-femme, ça compte aussi, c'est des questions qui doivent être soulevées avec beaucoup de réflexion et beaucoup de profondeur. Et ce que je déplore en Algérie, c'est qu'effectivement, au-delà du fait que l'international ait envie de donner son avis sur un pays qui leur pose problème, l'alliance avec la Russie, tout un tas de choses géopolitiques. Ce qui pose problème, c'est que l'Algérie ne se réforme pas de l'intérieur. C'est-à-dire que de commencer à considérer, de voir les terroristes partout et de faire des lois répressives quand on a un opposant qui n'est pas vraiment satisfait de ce qui se passe, c'est pas très fin et pas très intelligent. C'est-à-dire que je pense qu'ils devraient laisser parler les gens, ils ont le droit de s'exprimer, laisser la presse s'exprimer, parce qu'il y a un recul de la presse, on l'a observé, mais surtout laisser, et c'est évident, la possibilité à l'opposition de dire ce qu'elle pense de ce qui ne va pas. Parce que finalement, quand on a un opposant qui dit ça ne va pas, on peut s'améliorer. On peut faire attention à ça. Et ce n'est pas les pressions internationales, pour répondre à votre question, de pays comme ceux-là qui sont quand même très connotés. Je dirais États-Unis, Grande-Bretagne, on fait la guerre à l'Irak. Donc pour les droits de l'homme, on met de côté aussi. Ce n'est pas ces questions qui doivent faire le poids sur la psychologie de l'État algérien qui a presque une attitude paranoïaque. C'est une réalité par rapport à sa population. Il faut écouter son peuple, il faut être capable de bien le traiter et ne pas tomber dans ce piège pour ne pas être montré du doigt par l'extérieur qui se satisfait de ce qui se passe. Et il y en a qui s'en plaignent. Il y a des membres de la Ligue algérienne des droits de l'homme qui devaient se rendre à Genève justement en novembre pour préparer l'examen de l'Algérie à l'ONU. Ils n'ont pas pu quitter l'Algérie, c'était au mois d'août. L'un d'entre eux s'est exprimé dans les colonnes du Monde sur cette affaire. Il dit, je cite, « Bien que nous soyons poursuivis sous l'accusation de plusieurs chefs d'inculpation dont le 87 bis, aucune mesure touchant notre liberté de circulation n'a été prise. Le pouvoir ne nous a pas laissé partir parce qu'il essaie d'enfermer toutes les voies libres à l'intérieur du pays. » Rachid Mesli, ce défenseur des droits de l'homme, a été arrêté à Oran. Que risque-t-il aujourd'hui? Évidemment, cette question de la répression des défenseurs des droits de l'homme a également été soulevée dans le cadre de cet examen par plusieurs autres États. Nous l'avions déjà soulevé dans le rapport que nous avons soumis au Conseil avant cet examen. Les militants comme les hirakistes risquent aujourd'hui des peines de prison. Il est clair que leur place n'est pas en prison. Il est clair qu'ils n'ont commis aucun acte délictuel qui puisse justifier des poursuites pénales. Mais bien évidemment, dans le cadre d'un système où il n'existe pas de justice indépendante, où les magistrats sont soumis eux-mêmes aux pressions du pouvoir exécutif, on ne peut pas préjuger de ce qui peut arriver aux militants qui sont poursuivis. Et donc, nous déplorons bien évidemment les poursuites qui sont engagées contre les défenseurs des droits de l'homme, qu'on empêche bien sûr de circuler librement,
que ce soit à l'intérieur du pays d'ailleurs ou pour voyager à l'étranger. Rachid Mesli, ce membre de la Ligue algérienne des droits de l'homme, évoquait l'article 87 bis du Code pénal. Justement, la représentante américaine au Conseil des droits de l'homme demande l'abrogation de cet article. Que pouvez-vous nous dire donc, de cet article 87 bis du Code pénal? Bon, bien évidemment, bien avant l'ambassadrice américaine, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont engagé une action auprès des autorités algériennes pour leur demander d'abroger les nouvelles dispositions de cet article. Nous avions à l'époque soumis un rapport justement sur les amendements qui avaient été apportés à cet article et plusieurs procédures spéciales des Nations Unies ont expressément demandé aux autorités algériennes d'abroger les dispositions, l'alinéa 12 et 13, je pense, de cet article qui sont évidemment qui n'ont rien à voir avec les normes qui sont définies dans le droit international en matière de terrorisme. Gamal Abina, je me tourne vers vous. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni appellent l'Algérie à libérer, je cite, les journalistes défenseurs des droits humains et ceux qui sont détenus en vertu de cette disposition. Ces deux pays déplorent une discrimination également envers les femmes. Vous en parliez tout à l'heure, voilà, l'équilibre homme-femme. En Algérie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette discrimination? Alors, le problème de la société algérienne, c'est que c'est une société qui sort de 132 ans de colonisation, qui a été atomisée, qui a dû se reconstruire. Et c'est vrai que le rapport homme-femme est un rapport un peu... Bon, c'est une société patriarcale, donc une société où le rapport homme-femme est très lourd par rapport aux faits religieux, qui est mal interprété. Et il y a une évolution évidente des droits des femmes, mais qui reste quand même en deçà de ce qu'on peut espérer. Alors, on peut parler du rapport qui a été pondu, c'est que la multiplication de rapports comme cela ne vont pas infléchir la position du gouvernement. Il faut leur faire entendre raison sur des questions de droit, effectivement, et en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire nous vous donnons des leçons, parce que ceux qui donnent des leçons ne sont pas forcément les payeurs. Bon, c'est pas de France, tant mieux, mais je veux dire, le fait est qu'il faut vraiment faire en sorte de rappeler, peut-être, ce serait essentiel à mon sens, de dire que le droit du citoyen, parce qu'on parle de citoyenneté, c'est une république, l'Algérie, c'est pas un royaume, une dictature royale, c'est une république qui peut faire évoluer les droits, doit être préservée. Et le premier des droits pour un Algérien, c'est la sécurité. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on amalgame, parce que je viens d'entendre ça, la question du terrorisme à des gens qui sont opposants, c'est faire un mélange de genres malsains qui pourront conduire à des dérives plus tard. Parce que le terroriste, c'est quelqu'un qui a une intention de tuer, donc dans une pression politique, c'est vrai, mais le but, c'est de tuer pour faire mal. L'opposant politique, il veut changer les choses. Il ne veut pas tuer, il ne veut pas déconstruire le pays, il ne veut pas détruire le pays. Donc, c'est vrai que quand on leur demande d'évoluer là-dessus, je pense qu'il faut écouter ces questions-là, que le peuple, enfin, les opposants, en l'occurrence, ils sont quand même assez nombreux, se positionnent. Et je pense aussi, surtout, et c'est important de le rappeler, que le Hirak, qui est une immense réussite algérienne, est une épée de Damoclès au-dessus des dirigeants qui, s'ils ne se réforment pas, peut revenir parce que les Algériens ont à cœur qu'on ne les trahisse plus. Rachid Mesli, je rebondis sur ce que disait Gamal Abina sur le mot terrorisme. Il y a aussi un malentendu donc, sur ce mot employé par l'Algérie, qui pour plusieurs pays est utilisé à mauvais escient. Quelle est la définition du mot terrorisme pour le gouvernement algérien? Il faut revenir à l'article 87. Bien évidemment, le terrorisme suppose au moins une action violente ou une complicité avec des personnes qui commettent des actions violentes. Même s'il n'y a, par exemple, le financement du terrorisme est réprimé par le droit international d'une manière générale, il n'y a pas une définition commune à tous les pays du monde. L'Union européenne a sa propre vision, le Conseil de sécurité de l'ONU a une autre définition du terrorisme, mais la définition dans les pays les plus répressifs, en particulier les pays arabes dont l'Algérie, est une définition très large qui inclut dans les actes de terrorisme des faits qui sont liés à la liberté d'association, d'expression ou de réunion pacifique. Et c'est là où on reconnaît les États totalitaires et les pays qui violent en général les droits de l'homme. C'est justement dans la définition légale
qu'il donne de l'action terroriste. Et là, ce qu'on a pu constater dernièrement, c'est que l'Algérie a rejoint le peloton des pays les plus répressifs en incluant dans la définition légale du terrorisme des actes qui n'ont rien à voir avec la violence ou qui sont en réalité des actes liés à l'usage des droits qui sont protégés par les conventions, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales en matière des droits de l'homme. L'Algérie a rejoint tout simplement des pays aussi répressifs que l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes en matière de définition du terrorisme. Et en parlant de comparaison avec les autres pays, il y a un classement mondial de la liberté de la presse publié chaque année par Reporters sans frontières. En 2022, l'Algérie figure à la 134e place du classement, juste devant le Maroc. L'Algérie reste quand même derrière des pays comme le Mexique, le Soudan du Sud, l'Ouganda ou encore l'Ouzbékistan. Gamal Abina, on entend beaucoup d'histoires des militants des droits humains exilés ou emprisonnés. Voilà, je voulais vous poser la question par rapport à ce classement. Est-ce que l'Algérie mérite cette place, selon vous ? J'étais étonné d'entendre qu'elle ait reculé à ce point, parce qu'elle avait quand même beaucoup progressé. L'Algérie a pour elle une qualité, c'est qu'il y a une presse très large, très étoffée, arabophone, francophone, une presse dans laquelle un homme comme Dilem peut s'exprimer. Alors, on aime, on n'aime pas, ça reste quasiment un des meilleurs dessinateurs de presse au monde. Et pour autant, j'apprends qu'elle recule à ce point, pas loin du Maroc, qui est vraiment très verrouillé au niveau de la presse. Donc ça me surprend, ça me choque. En même temps, RSF, je ne lui donne pas toujours de bonne qualité. Il a quand même été dirigé à un moment donné par Ménard, qui est un homme d'extrême droite. Donc, il faut faire attention à ce qu'il dit. Mais c'est vrai qu'objectivement, ce recul observé doit être lié certainement à la fermeture de journaux, à une reprise du contrôle de l'État. Et c'est inquiétant, malheureusement, parce qu'on n'y gagne pas. L'Algérie, riche de cette culture qu'elle distribue massivement, je parle de la presse, devrait ne pas faire ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'on a des mots durs à l'endroit de dirigeants qui ne sont pas à la hauteur, tous autant qu'ils sont, qu'il faut pour autant les bâillonner. Donc c'est vrai que cette question se pose en termes accrus. Après, pour revenir à la question qui était posée avant sur le terrorisme, n'oublions jamais qu'il y a deux actes de terrorisme. Il y a le terrorisme d'État qui a été inventé par la Révolution française, qu'on appelait le régime de la terreur, pour pousser la population à plier, et le terrorisme de l'opposition, ou d'une opposition quelle qu'elle soit de gauche, de droite ou islamiste, qui va tuer des gens dans la population pour faire plier l'État. Donc dans tous les cas de figure, le terrorisme est une action violente qui fait du mal à la population, et en général, les dirigeants sont épargnés. Donc il faut faire très attention avec ces termes et ne pas tout mélanger. C'est important de rappeler que la terreur, c'est le fait de tuer pour intimider et obtenir un résultat politique. Justement, à propos de ce classement de Reporters sans frontières, est-ce que vous avez des informations de comment il est fait, comment il est construit? Voilà, alors oui, il y a plusieurs critères. D'abord, évidemment, le fait qu'il n'y ait pas d'injonction de l'État, qu'il n'y ait pas de pression sur les journalistes, qu'on ne les mette pas en prison, par exemple, ce qu'on commence à observer un peu partout. Le fait qu'il y ait des financements des journaux, qu'ils soient libres. Le fait que l'État n'ait pas la main sur tous les journaux, parce qu'il y a la presse nationale, la presse d'État contrôlée. Le fait, effectivement, que la liberté de ton ne soit pas censurée, qu'il n'y ait pas de la censure ou de l'autocensure. C'est une chose aussi qui existe. Des journalistes qui n'osent pas parler parce qu'ils sont dans une ligne éditoriale imposée par la direction politique du pays. Tous ces éléments font que la presse est plus ou moins libre. Il y a des pays où la presse n'existe pas, évidemment, on le sait, d'autres pays où la presse est contrôlée, et des pays où il y a une presse indépendante qui existe. En Algérie, malheureusement, je peux comprendre le recul, c'est que manifestement, le fait que des journaux comme Liberté, je crois, et pas mal de journaux commencent à fermer leurs portes, le fait que les journaux Internet, la presse Internet compte dans ce classement. Je sais qu'il y a un site Internet algérien très important qui a été censuré, des sites d'opposition qui peuvent être censurés, ne sont plus accessibles en Algérie. Donc c'est sûrement ces différents facteurs nouveaux qui interviennent qui font que le classement se soit dégradé, alors que l'Algérie était quand même bien classée. Rachid Mesli, est-ce que ce classement est pris en compte dans les rapports du Conseil des droits de l'homme? Est-ce que vous l'associez aux droits humains aussi? Oui, en réalité, ce classement, oui, il compte un peu, pas pour le Conseil des droits de l'homme, mais pour le rapporteur spécial sur la liberté d'expression. Évidemment, c'est un critère dont il peut tirer des informations. Mais voilà, le Conseil des droits de l'homme, en général, il est composé de diplomates qui connaissent la situation, et il est vrai que lorsqu'on veut connaître la situation d'un pays, les diplomates font un peu comme tout le monde, ils vont consulter en matière de liberté de la presse, Reporters sans frontières, mais ils consultent également les rapports des comités, du Comité des droits de l'homme, des recommandations qui sont formulées
par ce comité au cours des examens. Il n'y a pas seulement l'examen par le Conseil des droits de l'homme, donc il n'y a pas seulement un examen qui est effectué par les États, mais il y a aussi un examen qui est beaucoup plus objectif d'ailleurs, qui est effectué par les experts indépendants des divers comités, dont le Comité des droits de l'homme. Et bien évidemment, ces experts indépendants prennent en considération les rapports qui sont effectués par les ONG. Bon, évidemment, on peut toujours critiquer ces classements, critiquer ces rapports, mais ils donnent quand même une indication sur la situation en matière des libertés fondamentales. Il y a un avocat justement vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Aïssa Ramoun, qui s'est exprimé lui aussi dans Le Monde. Il dit, je cite, « Cet examen met l'État algérien devant ses responsabilités et ses engagements internationaux. Il a signé des conventions qui garantissent le droit pour tous et on se retrouve avec des textes liberticides. En Algérie, l'espace des citoyens se réduit et le régime condamne les militants pour avoir osé exprimer leur opinion politique. » Gamal Abina, je me tourne vers vous. Quelle est la place du citoyen algérien aujourd'hui? Quel espace lui est dédié dans le pays? Déjà, pour faire un petit boutade, il y a un adage qui dit, dans les démocraties, on dit toujours cause toujours, et dans les dictatures, on dit tais-toi. Donc le problème, c'est que si on veut s'inscrire dans une démarche démocratique, on doit laisser les gens s'exprimer. Mais par rapport à cette question, d'ailleurs, je n'ai pas bien fait attention, vous avez dit quoi? La citation de l'avocat, oui, cet examen, mais l'État algérien devant ses responsabilités, ses engagements internationaux. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc oui, par rapport à ça, bon, l'État algérien n'est pas mis à l'index par les instances internationales. On ne peut pas le comparer à l'Arabie, par exemple. Mais il y a des réalités. C'est-à-dire que ces indicateurs et ces signaux qui sont donnés de l'extérieur doivent donner à penser aux dirigeants algériens qui doivent montrer non seulement qu'ils sont bons, mais qu'ils sont meilleurs que d'autres États dans la région. On a un taux de progression qui est lent en termes de liberté. L'expression populaire est limitée, malheureusement. Il y a les instances qui doivent être créées. Il y a la possibilité de pouvoir faire en sorte que les gens parlent librement. Et c'est vrai que ce recul de l'expression orale qu'on a vu pendant le Hirak, c'était extraordinaire. C'était foisonnant le nombre de slogans et de revendications. Ça semble s'être tué à cause du Covid, évidemment, et puis avec une fatigue. Un an de Hirak, c'était très long. Donc aujourd'hui, le fait est que être observé par l'international et être jugé et jaugé par rapport à ce qu'on fait, ça a quand même du sens. Et l'Algérie se doit, puisque c'est un pays quand même phare dans la région, c'est le pays qui pourrait être un espoir pour le monde arabe, en règle générale, qui est verrouillé. Il devrait montrer des signes beaucoup plus apaisés, beaucoup plus proactifs en matière de liberté, de telle sorte que le reste des pays arabes jalousent cette position. Donc je pense que là, on ne doit pas rater le coche, et je pense que l'État algérien se doit d'écouter ce genre de signaux, parce que ces signaux ont un impact sur le plan de l'image du pays. On parle beaucoup de soft power. Je pense que l'Algérie devrait jouer de ce soft power. Rachid Mesli, l'Algérie a des obligations internationales. Elle a ratifié un pacte en 1989 pour les droits civils et politiques. Est-ce que tout ça est respecté aujourd'hui en Algérie? Bien sûr que non, bien évidemment. Et puis il faut rappeler que le pacte international sur les droits civils et politiques et la convention contre la torture d'ailleurs ont été ratifiés par l'Algérie dans un contexte très particulier, l'ouverture démocratique de 1988-89. Je doute que l'Algérie aurait ratifié ce pacte ou la convention contre la torture 2 années après, en 92. Bien évidemment que depuis, l'Algérie a été régulièrement examinée par les divers comités des Nations Unies. Encore une fois, je précise que ces comités sont beaucoup plus objectifs que le Conseil des droits de l'homme, puisqu'ils sont composés d'experts indépendants. Il faut savoir que l'Algérie n'a jamais mis en œuvre les recommandations du Comité des droits de l'homme, par exemple, au point que le Comité des droits de l'homme a décidé de suspendre ses relations avec l'Algérie, et c'est très grave. L'Algérie a été notée, par le rapporteur spécial sur le suivi des recommandations finales. C'est le plus mauvais classement obtenu devant le Comité des droits de l'homme par un État.
Donc, régulièrement, l'Algérie viole ses obligations internationales. Rachid Mesli, Et vous notez dans votre rapport aussi que lors des précédents examens, l'Algérie a reçu plus de 200 recommandations et qu'aucune n'a été adoptée à ce jour. Est-ce que vous avez pu discuter avec une délégation du gouvernement algérien pour en savoir plus? alors, nous ne discutons pas avec les délégations. Nous assistons aux examens. Au niveau du Conseil des droits de l'homme, on ne peut pas discuter, les ONG ne peuvent pas discuter avec les États qui sont examinés. Euh, Par contre, lorsqu'il y a des examens par les comités, le comité des droits de l'homme ou bien le comité contre la torture, nous discutons directement avec les experts qui vont examiner l'État partie. Donc nous assistons à ces examens, nous contribuons par des rapports, mais nous discutons également avec les experts indépendants dans le cadre de meetings privés. Gamal Abina, ça va bientôt faire 3 ans, jour pour jour, que Abdelmadjid Tebboune est à la tête de l'Algérie. Avant son élection, il se présentait comme le candidat du peuple. Quand on voit que le pays est critiqué pour sa gestion des droits humains et quand on voit tout ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas un échec pour le gouvernement algérien? Alors je pense qu'il y a eu un resserrement évidemment parce que à la faveur d'une amélioration économique qu'on commence à observer puisque le pétrole vaut cher, le gaz cher, je pense qu'il y a effectivement une sorte de crispation des autorités algériennes. C'est dommage, je le déplore parce que ça pourrait s'améliorer, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient inquiets en vérité. Le Hirak a obtenu l'essentiel de ce qu'il espérait obtenir. Il faut progresser. Et c'est vrai que le sentiment que ça donne, c'est encore une fois, j'ai parlé de paranoïa parce qu'il y a une paranoïa qui est certainement motivée par des réalités, en même temps par une peur intrinsèque du pouvoir, de se dire qu'on pourrait avoir des problèmes qui ressembleraient aux années 90. Il ne faut pas oublier qu'en 90, ça a été évoqué à l'instant, de 88 à 90, on avait une explosion de la liberté, une explosion de la presse, une explosion de la parole libérée. Et après, malheureusement, il y a eu 10 ans de guerre civile. Aujourd'hui, il y a toujours cette espèce de crainte sous-jacente du pouvoir qui se dirait que peut-être, en donnant trop de liberté, ça pourrait conduire à cela. Je ne pense pas que ça arriverait parce que le peuple est maintenant mature, mais c'est vrai que ces questions sont posées avec beaucoup d'équité. Et je pense que d'être observé comme ça à l'international, peut-être, alors on parle beaucoup de NIF algérien, de fierté algérienne, peut-être que c'est encore un peu de l'orgueil de se dire, bon, il nous montre du doigt, on fera le contraire. Et je le déplore. Monsieur Tebboune est arrivé au pouvoir en 2013, il a été élu avec une faible participation, mais il a été élu. Il a fait quelques réformes, il aurait dû pousser son avantage parce qu'il avait quand même une certaine popularité avec certaines réformes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une crispation et ce serait pas inintéressant d'observer ce qui va se passer s'il recommence, s'il se représente l'année prochaine, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un peu dommage de passer à côté de son histoire. Rachid Mesli, en avril dernier, une 50aine de détenus ont été libérés. Est-ce que c'est la voie à suivre pour que l'Algérie soit mieux vue au niveau des droits humains? Bon, à mon avis, s'il y a eu des libérations, d'ailleurs, on n'a pas compris pourquoi certains ont été libérés et d'autres pas. Oui, bien évidemment, c'est peut-être pour donner une meilleure image et pour donner l'illusion que la crise est terminée. Mais en fait, ça ne donne pas une meilleure image de l'Algérie sur le plan international parce que il est bien évident que la communauté internationale a bien compris que ce n'étaient pas les politiques, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas Tebboune qui décide en Algérie, mais c'est une oligarchie militaire qui monopolise le pouvoir depuis aujourd'hui 60 ans et qui utilise un gouvernement civil pour la vitrine. Donc il y a des problèmes de fond, des problèmes politiques en Algérie. La plupart des pays, même en Afrique, ont fait des bons importants en matière de défense et de promotion des droits de l'homme. Et nous, ce que nous pouvons malheureusement constater pour notre pays, c'est que la situation ne cesse de régresser, même si, bien sûr, on ne peut pas comparer le niveau de répression aujourd'hui à celui qui existait dans les années 90. Le pouvoir aujourd'hui ne peut plus se permettre le même type de répression qu'il a exercé pendant les 10 ans de guerre civile. Merci Rachid Mesli. On rappelle que vous êtes avocat spécialiste des droits de l'homme, donc depuis Genève. Merci Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes militant associatif et journaliste. C'est la fin
de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.